est-ce que vous êtes comme moi? D'abord, ça fait du bien de se revoir, non? Croyez pas? Et puis ensuite, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a franchi une étape? Une étape dans le professionnalisme. Alors, ne serait-ce que, même si Monaco et Paris, et Marne-la-Vallée ont eu des petits problèmes de liaison, vous vous rendez compte que 1000 km, c'est quand même plus compliqué que 12 000 finalement à La Réunion. Hein. Mais quand même, on a réussi, et bravo. Merci Kian et toute votre équipe. Cette liaison, je salue au passage, évidemment, tous ceux qui nous écoutent encore à distance par la visioconférence. Je crois qu'on a franchi une étape dans le professionnalisme, d'abord de l'organisation de cet événement, et puis sur la professionnalisation de nos outils et les témoignages que les uns et les autres ont apportés, et les exemples qui ont été cités, démontrés, visualisés, je crois qu'ils montrent vraiment que, oui, Michel avait raison de dire on a passé cet âge de raison et de maturité cette année. Et cette année au sens 7. Alors, la vraie question maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Quelle est la situation? Sébastien vient de nous faire une démonstration. Heureusement qu'il y a quand même une fin un peu plus positive que tout ce qu'il a pu dire. Et Michel, en introduction, a rappelé des chiffres aussi terrifiants que le GIEC nous donne, et notamment dans le dernier rapport du GIEC paru cet été. Moi, je reste extrêmement positif. Alors, je suis certainement de toute l'assistance le plus âgé, et donc le plus responsable. Pour une raison simple, c'est que ma génération est en grande partie celle qui a conduit à la situation dans laquelle la planète est aujourd'hui. Mais je ne veux pas que nous culpabilisions, et moi le premier. Je refuse ça, non pas pour dégager la responsabilité que nous avons, absolument pas. Mais je considère que nous avons aussi planté un certain nombre de choses efficaces. Certes, nous avons un chemin devant nous compliqué, mais je vais essayer de vous donner 2-3 éléments qui me laissent à penser que nous avons devant nous, même avec un chemin difficile, des éléments de réussite pour notre avenir. Alors, d'abord, revenons, je vais être le plus court possible parce que d'abord le temps est toujours compté et il n'est pas question de revenir sur ce qui a été présenté. Mais je voudrais quand même insister sur un certain nombre de points qui ont été évoqués au départ par Michel et puis par vous tous dans les présentations. Qu'est-ce qu'il faut retenir au fond? Nous avons aujourd'hui développé des outils. Ces outils sont maintenant opérationnels. Et je salue vraiment le travail qui a été fait par l'ensemble de l'équipe, les chercheurs, les chefs de projet, toute la direction de notre institut, et notamment ces 2 dernières années dans les conditions que l'on connaît liées à la pandémie et aux difficultés que cela a provoquées collectivement et individuellement pour tout le monde. Vous avez fait un travail colossal dans les 3 grands domaines, les outils, l'évaluation, et puis le démarrage, même s'il a démarré depuis 2-3 ans, de toutes les opérations qui sont autant de preuves de l'intérêt de nos outils, de l'efficacité de nos outils, de l'utilité de nos outils. Vous avez vu Monaco, on aurait pu parler de ce que l'on a fait et de ce que l'on continue à faire à Toulouse. Vous avez eu
un aperçu rapide par Eric sur les territoires d'expérimentation de la Défense ou à Marseille, enfin à Euroméditerranée. Vous avez eu une présentation extrêmement intéressante d'Éric et de Vladimir sur le territoire de la côte ouest de la Réunion. On a quand même maintenant un début de collection, si je peux me permettre cette expression, de résultats, d'opérations concrètes, pratiques, pragmatiques de terrain. C'est ça qui me permet de dire déjà qu'on a franchi une étape. Et donc, notre avenir, et vous aviez l'habitude, chaque fois que je prenais la parole dans cet amphi ou ailleurs, de vous dire, ma conclusion était toujours avec 3 mots. Alors j'ai dit à Eric tout à l'heure qui me posait la question, alors tu vas nous dire 3 nouveaux noms, 3 nouveaux mots cette année. Eh bien non, parce que si je devais mettre 3 nouveaux mots, je dirais déploiement, déploiement, déploiement. Alors je vais faire autrement. Autrement parce qu'on passe d'une période de développement massif d'outils, de réflexion, de discussion et de réalisation. Et encore une fois, un grand coup de chapeau à vous tous et à toute l'équipe de réalisation de ces fameux outils, des applications sur le terrain dont on vous a parlé, et puis de tout ce processus de labellisation ou d'évaluation. Quels sont les éléments positifs, au-delà de ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire du capital que nous venons d'accumuler depuis 7 ans? Premièrement, nous avons une confiance de la part de nos actionnaires, de nos partenaires, depuis l'origine, qui, sans aucune défaillance, continuent à nous soutenir. Et ça vaut un très grand merci. Deuxièmement, du côté de l'État, le SGPI et l'ANR, l'ANR étant notre opérateur, le SGPI étant notre financeur, notre cofinanceur, nous avons un soutien constant. Et la dernière évaluation du comité interministériel qui supervise l'ensemble des instituts de recherche technologique ou de transition énergétique, et donc le nôtre, bien entendu, c'était début octobre. Ils nous ont validé complètement notre plan de développement 2021-2025 que notre conseil d'administration avait validé au mois de juillet. J'ajoute que nous avons été évalués tout au long de cette année 2021 par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le fameux HCERS, dont nous avons reçu, il y a une dizaine de jours, le rapport. Et ce rapport, dont je n'ai pas trop le droit de parler parce qu'il est encore officieux, il ne sera publié officiellement que dans plusieurs semaines, probablement, j'espère avant la fin de cette année. Mais nous avons reçu ce rapport parce qu'il est dans les règles de la HCRS que les instituts qui sont audités reçoivent un rapport et ont un droit de réponse pour voir si jamais il n'y avait pas des choses anormales, des erreurs, etc. Donc nous avons eu notre droit de réponse. On était bien embêtés avec Michel de répondre parce que c'est élogieux. Alors on a trouvé, rassurez-vous, 2-3 petites choses à dire. Donc on a quand même fait une belle lettre au président de la HCRS en 3 pages, et je remercie d'ailleurs notre ami qui est Jean, qui nous a aidés à rédiger ce courrier. Ce rapport, effectivement, comme l'audit interministériel du mois d'octobre, nous dit quoi? Il nous dit: vous avez franchi une étape, maintenant déployez. Accélérez vos développements, faites multiplier, démultiplier les applications pratiques, les applications concrètes. Alors donc, vous m'avez entendu ici même plusieurs fois dire que
j'envisageais toujours un institut avec deux jambes. Hein, rappelez-vous, je l'ai dit plusieurs fois, une jambe sur la recherche-développement, une jambe sur le développement, c'est-à-dire sur le développement commercial, c'est-à-dire c'est le déploiement, c'est les applications. Le moment est venu d'avoir ces deux jambes-là. Notre avenir, c'est quoi? Notre avenir, c'est de renforcer la recherche et le développement, parce que dans le domaine dont on parle, celui de la ville durable, de notre environnement immédiat où tout le monde vit et travaille tous les jours, et c'est exactement ce que Sébastien vient de nous montrer cela de façon très intéressante, nous avons besoin et nous aurons besoin d'imaginer encore des solutions. Je dirais peut-être pas à l'infini, mais encore pour beaucoup d'années. Et nous savons que nous aurons le soutien des pouvoirs publics. Je dis un mot à cet égard sur l'ensemble de ce dont on dispose et quelle est la politique que l'État est en train de mener dans ces domaines de l'innovation à travers un certain nombre de dispositifs, dont les fameuses stratégies d'accélération. Il y en a grosso modo une petite vingtaine. Pour nous, il y en a 4 ou 5 qui ont été d'ailleurs signalés parfaitement par Michel au début de cette réunion. Nous sommes en train de répondre à un certain nombre d'appels à projets ou d'AMI sur ces stratégies d'accélération qui correspondent parfaitement à notre vocation. J'ajoute un autre point que j'ai cité plusieurs fois, et honnêtement, nous n'avons pas bien répondu à la demande, qui est de renforcer la collaboration avec l'université Gustave Eiffel. Pourquoi les choses vont peut-être se faciliter pour nous, efficacité, et pour UGE, que notre collaboration va s'améliorer. Pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'on vient de franchir cette étape dont je viens de parler, et qu'on a donc des choses à montrer, à démontrer. On a un début de résultats. Et du côté UGE, UGE est en place. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Aujourd'hui, UGE est en place. Donc les éléments sont plus favorables pour que notre coopération se renforce. Et en particulier, parce que dans la stratégie d'accélération relative à la ville durable, UGE est extrêmement bien placé. D'abord, et c'est normal, c'est la seule université française thématique sur la thématique de la ville et du monde urbain et des services urbains. Elle est en plus, elle a une originalité supplémentaire en étant nationale, puisqu'elle n'est pas installée qu'ici même à Marne-la-Vallée, mais également à Lille, à Lyon, à Marseille, à Nantes, etc. Et donc, elle va s'occuper de ce que l'on appelle le PEPR, c'est-à-dire le programme d'expérimentation de la stratégie d'accélération sur la ville durable. Et dans ce PEPR, nous collaborerons avec UGE de manière beaucoup plus intense que nous n'avons pu le faire dans le passé. Dans le passé, même le passé récent. Tous ces éléments sont des éléments positifs. Il nous reste maintenant à nous organiser pour nous développer plus vite dans les véritables applications de terrain avec la multiplication d'opérations de territoire d'expérimentation, d'opérations du type Monaco, d'opérations du type Cannes avec l'hydrogène pour le transport, du type de ce que l'on fait également à Toulouse avec une boucle tempérée. Donc, multiplication de ce type d'opération. Un mot avant de finir sur ce que font nos autres instituts, IRT et ITE. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle FIT, French Institute of Technology, qui avait été créée il y a 5-6 ans pour regrouper les IRT, et que l'État nous a demandé, nous les ITE, de nous rapprocher de cette association. Ce que nous avons fait il y a à peu près 2 ans, au démarrage un peu juste avant le Covid, et puis le Covid nous a un peu perturbés, mais on a quand même réussi à faire pas mal de choses ensemble.
Et je vous donne un exemple de cette coopération. Lundi prochain, la semaine prochaine, nous signerons avec le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari à Toulouse une coopération pour 5 ans entre FIT, donc l'association des 15 instituts IRT-ITE, dont évidemment Efficacity, et la nouvelle agence d'innovation des transports qui va être créée. Donc le ministre Djebbari assurera l'inauguration de cette agence lundi matin à Toulouse. C'est donc une reconnaissance formidable du ministère des Transports et donc de l'État, de l'intérêt de nos instituts. Sur les 15 instituts IRT-ITE, il y en a pas loin d'une dizaine, pour ne pas dire une douzaine, qui ont des intérêts dans le transport, des compétences dans le transport. Et qu'est-ce que nous allons faire avec cette agence de l'innovation? Nous participerons à imaginer les futurs appels à projets, les futures innovations des transports de demain. Et donc peut-être que les images que Sébastien nous a montrées tout à l'heure, eh bien, il y aura peut-être des petites choses d'Efficacity un jour ou l'autre là-dedans. Alors, il faut que je termine parce que je ne veux pas être long. Et donc, je vous ai dit, je ne ferai pas les 3 mots habituels, si ce n'est que je répéterai toujours déployer, déployer, déployer. Mais j'ai envie de vous donner une conclusion plus personnelle sur la notion d'engagement. Pourquoi parler d'engagement? Au fond, ce que nous dit la transition énergétique, c'est notre métier. Il faut que nous essayions de travailler dans la transition énergétique. La transition énergétique, pour moi, et de manière un peu simpliste, et pardon de m'adresser devant vous, qui êtes tous des scientifiques de haute volée, je le résume à 2 choses. L'efficacité énergétique, que d'aucuns appellent la sobriété, on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler éventuellement autrement, mais en premier lieu, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire plus avec moins, pour être simple. Et puis la deuxième chose, et qui est tout aussi importante, c'est comment on passe d'énergie carbonée à des énergies non carbonées. Et ce n'est pas si simple, parce que les solutions, ou plus exactement, il n'y a pas une solution, mais une multitude de solutions. Donc une multitude de combinaisons. C'est ça qui rend l'exercice passionnant, c'est ça qui le rend difficile. Sans reprendre les chiffres et la présentation de Sébastien et les chiffres de Michel, vous êtes d'accord avec moi que l'enjeu est considérable. Le capital carbone des entre 400 et 700 milliards de tonnes, on les épuisera dans les 10 à 15 ans. Donc on a 10 à 15 ans pour non pas réussir complètement, mais amorcer vraiment le virage, ou plus exactement, de se mettre dans la pente. Et il va falloir glisser tout chousse, hein, si on veut réussir. Alors là, on a vraiment besoin d'engagement. Et l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est la conviction. L'engagement, c'est la mission. Et l'engagement, c'est, je dirais, la flamme de l'espérance. Alors Eric me dira qu'il y avait bien les 3 mots. Et je vous dis, c'est cet engagement et la fierté de participer à cette lutte, finalement, et à ce changement, c'est cette fierté qui nous fera réussir. Merci.